Je vous la donne. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, j'ai entendu tout à l'heure les propos de notre collègue Balitou. Elle n'a pas tort en tout, loin s'en faut. Un événement, je ne voudrais pas lui porter tort en disant qu'il n'a pas tort auprès de ses camarades. Oui, elle soulève les bons points, il y en a d'autres, en général, ce n'est pas les bons. Madame la Présidente, effectivement, un événement inquiétant et grave, en tout cas, pour nos départements, est presque passé comme de la poussière sous la porte, totalement inaperçu, n'a pas été relevé d'ailleurs par un bon nombre de partis politiques, ni non plus des élus, quel que soit le bord politique. Il y a donc quelques semaines, quelques jours pratiquement, cet événement important qui annonce un tournant radical et irréversible s'est donc produit en Alsace, Bas-Rhin et Haut-Rhin. La fusion de ces deux départements est la conséquence logique, effectivement, de l'adoption de la loi NOTRe, de l'agrandissement des régions, mais aussi, bien sûr, de la volonté du gouvernement et du président de la République actuelle, comme d'ailleurs ce fut le cas, puisque ça a été lancé sous ses prédécesseurs. Même si l'Alsace, on peut dire qu'elle a une identité peut-être plus forte que d'autres régions, mais ça peut être le cas en Bretagne, ça peut être le cas notamment dans la région de Perpignan, mais aussi par exemple au Pays Basque, où un certain nombre d'élus d'ailleurs réclament ce genre de fusion. Ce danger évidemment vise d'autres départements, même si l'identité peut-être est un peu moins forte ici, je veux dire, parce qu'il n'y a pas d'ancienneté d'une langue, même si le picard en fut une et fut à l'origine de la langue française, tout le monde le sait. Cette appellation donnée est une appellation pour moi tragique. La région donc s'appellera cette nouvelle collectivité, elle s'appellera donc Région européenne d'Alsace. Donc, il faut considérer que nous ne sommes plus tout à fait en France, en Alsace. Pourtant, nous venons de célébrer, malheureusement, le 11 novembre 1918, et un des phénomènes qui a conduit à ces événements tragiques de 14-18 fut d'ailleurs la reprise de l'Alsace et de la Lorraine. C'est donc avec pratiquement, pas un hasard du calendrier, mais une coïncidence un peu bizarre, que cette annonce a été faite en pleine période de la célébration donc, du centenaire de la fin de cette guerre. Ce que les poilus, ceux qui sont morts et que nous avons honorés, eh bien, le sont en tout cas, doivent se retourner dans leur tombe quand aujourd'hui cette région s'appelle Région européenne d'Alsace. C'est ce qui guette effectivement un certain nombre de nos départements et il suffit parfois de regarder ne serait-ce que les cartes météo par exemple pour voir que notre département est systématiquement amalgamé avec des départements de la région parisienne. Il suffit aussi, par exemple, je crois, ça va être sur le Parisien, en fin de semaine, on reçoit tous un peu des annonces de choses à faire pendant le week-end qui ne comprennent que la région parisienne, plus le département de l'Oise. Tout ça ne sont pas des signes anodins. Il y a donc une véritable volonté de faire disparaître d'une manière ou d'une autre le département. Là encore, la loi NOTRe a été, paraît-il, l'un des prétextes au vote de la loi NOTRe a été la fusion des régions, des départements. On a prétendu que le millefeuille était trop important,
Mais là, cette fois-ci, on crée encore une couche supplémentaire parce que la région européenne d'Alsace, il suffira d'ajouter un jour la région européenne autonome d'Alsace. On a déjà vu ça dans d'autres pays, on voit ce que ça donne par exemple en Catalogne, entre autres. Donc je pense que la vigilance est grande, mais il faut avoir une grande vigilance donc, par rapport à cela, et puis il faudra peut-être, même si certains d'entre nous ici ont parfois le regard tourné vers ce que l'on appellera le Grand Paris, il faut peut-être savoir ce que l'on veut. Veut-on rester un département comme celui que nous connaissons et que nous défendons, je crois, tous ici, avec un côté urbain, rural et urbain, ou alors veut-on effectivement que ce département soit dissous dans un second magma après l'avoir été dans une région qui fait 6 millions d'habitants et où l'ancienne Picardie n'en fait que 2. On voit d'ailleurs ce que ça donne. On pourra en reparler tout à l'heure dans les politiques régionales qui intéressent, qui impactent le département de l'Oise. Mais quand même, peu d'examen de conscience. Combien ici se sont élevés contre la loi NOTE et la fusion de la région. Ce qui s'est passé notamment en Alsace, eh bien, c'est la conséquence annoncée de ce qui s'est fait et fait aux forceps, bien sûr, et soutenu ou accepté, on va dire, de manière presque consensuelle, au prétexte des économies, au prétexte de ceci. On voit d'ailleurs, lorsque le bilan des fusions sera fait dans les régions, on verra ce qu'il en est. Il n'y a pas à douter. Comment dirais-je, on a éloigné l'élu du citoyen, on a éloigné les centres de décision. Aujourd'hui, la Picardie, entre autres, eh bien, Amiens n'est qu'un dépôt, si je puis dire. Et puis, l'identité est totalement perdue, puisqu'aujourd'hui, nous sommes effectivement sous la coupe de cette grande région écrasée par le Nord-Pas-de-Calais, mais demain aussi inquiétude avec la métropole lilloise que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Voilà, nous serons coincés donc entre la métropole lilloise et le Grand Paris, avec bien entendu une possibilité de dépeçage, non seulement de la Picardie, mais du département de l'Oise. Ceci étant dit, on va en profiter, puisque le débat d'orientation budgétaire est encore d'actualité cette année. Je pense en tout cas qu'il le sera peut-être jusqu'à la fin du mandat, mais ça va tellement vite que on pourrait s'attendre encore à quelques surprises. D'autant, je le rappelle, que les Alsaciens s'étaient prononcés contre ces fusions des deux départements. Une fois de plus, comme pour le référendum, le gouvernement s'est assis dessus, faisant passer, comme aussi pour le Congrès, eh bien, par la voix des élus, qui ne représentent pas toujours, effectivement, la majorité. Allez voir à l'entrée de Beauvais, vous allez voir. Ce débat d'orientation budgétaire 2019 met donc en lumière les nouvelles contraintes fixées par l'État en termes de dépenses pour notre collectivité par la loi de programmation des finances publiques. En effet, même si le département a refusé de signer le contrat proposé par l'État, les contraintes fixées et imposées par la loi s'appliqueront tout de même au département de l'Oise. Par conséquent, si les dépenses réelles de fonctionnement, l'ADRF, dépassent le plafond fixé unilatéralement par l'État, notre collectivité verra réduire les dotations versées par ce même État du montant égal au dépassement du plafond. Cela pourrait prêter à sourire si ce n'était pas si grave. Alors que les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont explosé sous l'impulsion de la gauche, c'est aujourd'hui l'émanation hybride de la gauche capitalo-mondialiste qui contraint par la loi le montant de dépenses de fonctionnement des collectivités. Après l'encadrement des taux des impôts directs, aujourd'hui cette limitation des dépenses de fonctionnement fixée par l'État confirme donc bien la disparition du principe de libre administration des collectivités et donc la mise de celles-ci sous tutelle de l'État, même si cela ne dit pas complètement son nom. Ces décisions ont d'ailleurs un arrière-goût de bolchevisme. Pour mémoire, car il est toujours bon de s'en rappeler, vous avez tous, ou presque ici en tout cas, appelé à voter pour Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle, et pire encore, lors des élections législatives, je le rappelle, les Républicains avaient même proposé à En Marche,
pas tous, mais tout de même, des désistements réciproques en cas de potentielle victoire du Front National de l'époque. Alors, Madame la Présidente, nous pouvons comprendre votre embarras, et c'est normal, vis-à-vis des nouvelles contraintes budgétaires imposées, mais il est difficile de s'en plaindre quand on a soutenu ceux qui aujourd'hui vous l'imposent, nous l'imposent. Ceci vaut aussi pour la difficile gestion de l'augmentation des dépenses sociales qui devrait être compensée par l'État par la hausse du coût du RSA dont vous annoncez plus 4% pour 2018 ou bien encore la hausse incessante, et je reprends vos termes, du nombre de mineurs étrangers non accompagnés. Il est étonnant d'ailleurs que vous repreniez cette appellation, puisqu'à l'origine nous parlions de MEI, MIE, mineurs isolés étrangers, qui voulait bien dire ce que ça voulait dire. Puis des MMA, mineurs non accompagnés, faisant à s'en disparaître au bénéfice de la bobo bien-pensance et du politiquement correct, le mot étranger. Pour mémoire, le coût de nos départements, vous l'avez rappelé, même s'il a été augmenté à 50 millions d'euros l'an dernier, mais jusque l'an dernier, c'était 40 millions d'euros, donc c'était à peu près de la moitié de l'aide aux communes prévue, soit 20 millions d'euros. L'Assemblée des départements de France, à laquelle j'avais demandé si l'on pouvait participer, réunie le 8 novembre dernier, estime, et là j'ai les propos, les déclarations de M. Bussereau, même si celui-ci n'est pas toujours dans un axe convenable pour les départements, mais se met souvent à plat ventre devant M. Macron, estime à 50 millions d'euros le coût annuel de la prise en charge d'un seul mineur. Pas moi qui le dis, c'est lui. Les départements ont accueilli 13 000 de ces mineurs en 2016, 25 000 en 2017, 40 000 en 2018. Alors, en 2019, est-ce que ce sera presque 70 000 ou 75 000 partis comme on est? Ce ne serait pas étonnant. La presse fait ressortir que pour le contribuable, d'ailleurs, le coût de l'accueil de ces mineurs étrangers est estimé à 2 milliards d'euros par an au niveau national. Cependant, ces 2 milliards sont largement sous-estimés si l'on ajoute le coût de l'évaluation avant le placement de ces mineurs, c'est-à-dire encore 240 millions d'euros. Le coût des fameux contrats jeunes majeurs, on sait qui cela concerne, les mêmes, estimés à 30 000 euros par jeune, qui permettent un accompagnement pour trouver une formation, un emploi, tout en ayant la possibilité de se loger et de subvenir à ses besoins. Cette situation, évidemment, n'est donc plus supportable, vous le savez d'ailleurs très bien. En effet, vous parlez de tendance exponentielle relativement au flux de mineurs pris en charge et vous indiquez même que les mesures prises pour tenter d'atténuer à minima les coûts risquent de ne pas suffire pour compenser la hausse des dépenses liées au nombre de mineurs étrangers accueillis par notre département. Combien de temps cela va-t-il encore durer, alors que les Français pressurés n'arrivant plus à joindre les deux bouts depuis bien trop longtemps sont à bout et sont aujourd'hui dans la rue en train de manifester. Oh, juste un rappel, s'agissant de la pression fiscale. 2017, impôts et taxes, ce sont les chiffres officiels, 45,3% du PIB. Les prélèvements obligatoires ont dépassé la barre symbolique des 1000 milliards d'euros. La situation impose plus qu'une négociation qui n'en finit pas avec l'État pour tenter de récupérer quelques miettes de financement. Alors que Macron avait promis une prise en charge à 100% du coût des mineurs étrangers, je me souviens que le sénateur Courcial avait dû lui dire quelques mots à ce sujet lorsqu'il était venu à Amiens. Eh bien, la dernière proposition de Jacqueline Gourault, ministre des Territoires, est 17%. On est donc bien loin du compte. Il est de votre devoir de stipuler, Madame la Présidente, à l'État que dans ces conditions, nous ne pouvons plus accueillir ces mineurs étrangers, ceci d'autant plus que le nombre d'enfants placés dont les parents sont domiciliés dans l'Oise est aussi en augmentation de 10% entre 2017 et 2018. Avec l'acquisition, c'est dommage qu'il ne soit pas là, M. Villemin, tant décrié par lui-même, d'un bâtiment à Creil pour héberger une soixantaine de mineurs étrangers, vous allez inévitablement créer un appel d'air, puisque dès l'instant que vous créez de la place, on vous en mettra d'autres. C'est le principe, je n'allais pas dire des vases communicants, mais pas loin. Vous allez créer un appel d'air qui, de toute évidence, va anéantir vos propres efforts.
Puisque l'État ne daigne pas répondre à ses obligations, vous devrez utiliser, semble-t-il, une méthode qui a un peu fonctionné chez nos voisins de l'Aisne, et notamment lors de votre budget. Voilà, puisque le président du département de l'Aisne, au regard de la situation, est passé directement aux menaces. Bon, vous avez annoncé que vous maintiendrez l'aide aux associations. Le gouvernement ayant un peu les jetons quand même de quelques explosions sociales, bien parties, les révolutions n'ont pas toujours lieu au mois de mai, je pense que là aussi, il y a certainement quelque chose à faire, mais c'est vous qui pouvez décider. Madame la Présidente, j'ai bien lu votre rapport consacré donc aux orientations budgétaires pour 2019. J'y ai trouvé un certain nombre de petites choses. J'ai toujours dit que nous serions ici une opposition ferme mais constructive. C'est pour cela que vous me permettrez d'évoquer un certain nombre de points relevés au fil des pages de ce rapport, afin de, même si ce n'est bien sûr que des orientations budgétaires qui sont certainement générales, il y a quelques points peut-être que vous pourrez prendre en considération. Je vais donc en profiter afin de vous faire quelques suggestions, propositions que vous pourrez intégrer dans votre prochain budget primitif, puisqu'aujourd'hui, je viens de le dire, nous n'en sommes qu'aux orientations. Il est certainement encore temps de profiter de nos propositions. Au chapitre des politiques départementales, page 1261, il est question, point 1.1.1, de l'aide aux communes. Nous vous rappelons la demande que je vous avais faite d'intégrer dans les dispositifs de l'aide aux communes le financement, c'est du très pratique, de l'achat des tondeuses autoportées pour les communes de moins de 800 habitants, mais ça peut être aussi une autre barre, ainsi que celui des petits véhicules électriques utilitaires dans ces communes. C'est une proposition que je refais, même si vous m'avez déjà donné en partie réponse, que vous craignez peut-être d'être débordé, mais la demande revient de nouveau de la part des maires, même lors de vos assises de la ruralité, où j'en ai croisé un certain nombre à la sortie. Page 1461, au sujet du tourisme. Ah, on y retrouve le marais de Sassy qui refait surface. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas parlé, je ne pouvais pas éviter. Au détour d'une phrase. Peut-on avoir, par contre, les chiffres de la fréquentation 2018 ? Vous m'avez répondu lors d'une question sur le parc Jean-Jacques Rousseau qu'une enquête évaluation, en gros, rappelez-vous, je m'y étais rendu là, l'été dernier, allait être faite sur ce parc. Qu'en est-il ? Nous n'avons rien reçu donc à ce jour, je suppose que ça a été fait, et il serait quand même intéressant de savoir ce qu'il en est, puisque je devais quand même trouver, même si le parc est un cas particulier, mais un certain nombre de bizarreries. Vous évoquez aussi les hébergements touristiques de qualité dans les zones rurales. Ne négligez pas l'hôtellerie traditionnelle, puisque, on le verra tout à l'heure, ou juste après, être hôtelier, ça existe aussi, et c'est vrai qu'une aide, même si parfois la clientèle est différente, mais on ne peut pas uniquement se baser ou faire pour ces hébergements qui sont en marge de l'hôtellerie. Page 1561, au sujet de l'agriculture, il conviendrait d'aider peut-être un peu plus ou mieux l'agriculteur à faire de l'agriculture. Car votre objectif est d'encourager, j'ai pris vos termes, la diversification agricole. De quelle manière ? En transformant l'agriculteur en commerçant par la vente directe, en hôtelier-restaurateur par l'hébergement à la ferme et en charcutier-traiteur pour la transformation des produits. Quant aux aides, déjà importantes aux chambres consulaires, elles ne risquent pas de claquer du bec. Nous continuerons bien sûr à les alimenter. Je pense que des aides plus directement ciblées sur les agriculteurs seraient peut-être plus utiles et efficaces. Page 1661. Vous nous apprenez la prochaine adoption d'un nouveau schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage, élaboré entre vous-même et le préfet avant la fin de l'année. 2 observations. Nous sommes le 19 novembre, va falloir faire vite. Et ce serait bien que l'on en connaisse la teneur si vous le voulez bien.
au point suivant. Les solidarités sociales. On revient au MEI, MEA, j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure. On arrive au plan senior. Les actions concrètes et ambitieuses énoncées comprennent-elles l'augmentation du nombre de places d'EHPAD? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais vous deviez négocier avec l'hydre qui est l'ARS, et donc est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Est-ce que vous pensez pouvoir obtenir quand même un développement notamment du nombre de places? Vous évoquez de nouveau, page 26-61, le problème, donc avez-vous obtenu gain de cause auprès de l'ARS? Quelques mots sur la mobilisation pour l'emploi, par le biais des 2 bus que les autres... Est-ce que les autres cantons que ceux du Beauvaisis, par exemple, voudraient bien voir passer dans d'autres cantons? Nous sommes déjà à 3 ans de mandat. Est-ce qu'il y aura assez des 3 années qui viennent pour voyager dans les autres cantons? Cette demande a déjà été effectuée quelque temps. Avez-vous l'intention de les envoyer un petit peu ailleurs? À la page 29-61, le patrimoine routier, vous évoquez les ponts tels que celui de Crépy-en-Valois. Pourrait-on, pour information, avoir la liste des ouvrages dont on parle dans votre rapport qui ont été rénovés en 2017-2018, mais aussi celles qui le seront en 2019? Ça peut nous intéresser. Page 30-61. Je renouvelle mes remerciements ainsi qu'à votre prédécesseur Édouard Courcial, donc et à vous-même, pour avoir, à ma demande, maintenu le projet indispensable pour le Noyonnais, qui est la déviation ouest, mais aussi d'avoir fait un certain nombre d'efforts sur la route que nous partageons, si je puis dire, avec mon voisin de canton, la route de Roye. Les aménagements, en tout cas, semblent pour l'instant porter leurs fruits. Il restera, en tout cas pour mon secteur, à essayer d'une petite sécurisation du fameux carrefour sur la route Noyon-Guiscard, juste après l'ancienne caserne. Page j'en ai plus pour longtemps. Page 32-61. Le fluvial et Seine-Nord. Alors là, c'est quand même... il y a quand même, Madame la Présidente, un certain nombre de choses à dire, et je ne vous... je ne vous mets pas en cause directement, loin s'en faut. Je suis en train de chercher la page, puisque voilà, ça y est, je l'ai. L'alternative le fluvial, 2 points, une vraie alternative au trafic routier. Il faut être sérieux tout de même, ne serait-ce que dans le titre. On sait très bien que ce canal Seine-Nord ne remplacera pas, le trafic routier, en tout cas pas celui que nous connaissons, notamment sur la 1. Je m'en suis déjà expliqué. On ne transporte pas du tout les mêmes choses. Vous nous dites effectivement que vous voulez surveiller, et très bien, c'est une bonne chose, la maîtrise des coûts. Le bouclage complet sécurisé du financement du projet, y compris les recettes dédiées qui ne sont pas encore définies, cette honnêteté vous honore, Madame la Présidente, puisque c'est effectivement ce que je dis depuis moult années. La nature des recettes fiscales dédiées, la maîtrise des risques. Et puis, une question supplémentaire que vous auriez peut-être pu ajouter, parce que je pense qu'elle est tout de même importante. A-t-on évalué l'augmentation du coût depuis la dernière estimation qui date du rapport Pauvros? Je rappelle, le rapport Pauvros a été rendu public en décembre 2013. Ça fait déjà 5 ans. Et quand je vais acheter un pot de peinture chez Leroy Merlin, pour ne pas faire de publicité, depuis 5 ans, le pot de peinture, il a vachement augmenté. Alors, je pense que pour les travaux publics, en gros, cela doit être la même chose. Au-delà des incertitudes financières toujours pas définies et résolues, l'augmentation naturelle du coût, due au temps qui passe, doit être très importante depuis 5 ans. Il y a à craindre que ce soit nous qui nous retrouverons pauvros quand il faudra régler l'addition. À la page suivante, toujours sur ce thème, vous rappelez les pistes envisagées par l'État pour financer l'affaire. Il n'y a pas d'agression contre vous, Madame la Présidente, dans ce que je vais dire.
Je tiens à le préciser, parce que de temps en temps, vous sortez de vos gonds alors que je ne vous ai pas agressé. Je vois que vous êtes un homme prudent. Ben non, je ne suis pas prudent, mais j'essaie d'être en général relativement aimable avec vous et civil, parce que justement, comme le disait tout à l'heure notre collègue, parce que vous êtes une femme, Madame la Présidente. Eh bien, à la page suivante, toujours sur ce thème, alors là, il vaut mieux rester assis et accrochez-vous. Comment, c'est vous qui l'écrivez, enfin c'est vous qui l'écrivez, vous n'écrivez que la vérité là, c'est vrai, mais c'est tellement bien de le dire et de l'écrire. Je lis. Comment donc cette affaire va être financée? A. Eurovignette. Écotaxe régionale. C'est bien de le rappeler. Taxe sur l'immobilier de bureau. Et la cerise sur le gâteau, je vous la donne en mille, taxe sur les produits pétroliers. Je pense qu'il faudra tirer au sort le kamikaze qui ira annoncer cela sur les barrages des Gilets jaunes, qui, j'en suis convaincu, vont rapidement douter du bien fondé de la réalisation du fameux canal. On pourra se cotiser d'ailleurs pour offrir une couronne aux messagers. Vous savez, dans l'Antiquité, ceux qui annonçaient les mauvaises nouvelles se faisaient rétrécir. Juste sur ce point, ce sont les propositions de l'État, pas celles du département, on est bien d'accord. Mais madame, non, mais c'est mieux de le dire. C'est mieux de le dire. Vous ne m'écoutez pas. Ah, si, mais moi j'aime bien que les choses soient claires, donc je préfère répéter, voyez-vous. Pour vous dire que vous avez dit la vérité, puisque vous avez écrit ce que l'État propose. Oui, tout à fait, mais je vous ai absous de tout péché sur ce dossier, en tout cas pour l'instant. Alors, là encore, tout cela, ben, je peux te réveiller si tu t'endors, je peux te faire porter du café, Nancel. Eh bien, mais tu vois ce qui prouve que j'ai tout lu, camarade. Page 38-61, au titre du devoir de mémoire, une autre proposition, ben si je regarde notre ami, je ne reparle pas du petit livret avec le soldat soviétique et avec l'absence d'un certain nombre d'élus diffusés dans les collèges. Donc si vous le refaites, vaudrait mieux mettre l'ensemble des élus, conseillers régionaux, conseillers départementaux qui existent, hormis le président ou le vice-président, et puis députés européens, il y en a aussi, et puis mettez donc un soldat français sur le monument aux morts, ça sera bien mieux quand même. Au titre de devoir de mémoire, le centenaire de la victoire et ses multiples célébrations devraient, pour ne pas être ce que vivent les roses, permettre une action utile qui pourrait rentrer peut-être dans le cadre de l'aide aux communes. Je vous propose d'ajouter aux actions actuelles la rénovation et parfois le sauvetage des monuments aux morts dans les communes rurales. Il y a, on s'en rend compte quand on se déplace dans nos cantons, il y a évidemment un petit peu quand même à faire. Et donc, je pense que cela pourrait aider un certain nombre de communes qui parfois n'ont même pas possibilité de redorer les lettres de ceux qui ont donné leur vie pour la France. Certains sont vraiment, de ces monuments, sont plus dignes du respect et du devoir de mémoire aux enfants de la France tombés pour elle. Au chapitre soutien aux associations, donc page 40-61, vous nous apprenez l'organisation d'une rencontre en 2019 avec les associations. Je pense que vous avez prévu d'y inviter l'ensemble des conseillers départementaux qui seraient intéressés. Et puis juste une question pour en terminer au sujet du village estival qui localement n'est pas mal. Vous indiquez 6280 visiteurs sur 9 communes en 2018. Si on ramène au nombre d'habitants du département, et ce qui serait intéressant de savoir quel est le coût quand même par visiteur de cette opération. Je n'ai pas dit que j'étais contre, je dis qu'il faut un certain nombre. Voilà, là encore, 6000 personnes, c'est quand même pas complètement énorme. Contrairement, d'ailleurs, j'en dirai un mot tout à l'heure, contrairement à la page 60-61, donc le marché fermier. C'est une très bonne chose, j'ai déjà eu l'occasion de le dire en privé, si je puis dire. Mais essayez peut-être aussi simplement une proposition de proposer à un peu plus de producteurs, un peu plus éloignés de Beauvais, de manière à ce que ça
que les producteurs sont... Voilà, c'est peut-être fait, mais peut-être faut-il insister un peu plus. Nous aussi, tout autant pour l'opération artisanat d'art. Dernier point pour la culture. Un peu de souplesse administrative. Ce sont beaucoup des bénévoles, pour beaucoup des bénévoles. Et j'ai eu des échos je l'ai appris d'ailleurs il n'y a pas longtemps, d'une petite subvention de 200 € refusée parce que la date avait été dépassée. Bon, je sais que voilà, ce serait peut-être bien de pouvoir parfois avoir un petit peu de souplesse administrative. Et puis, dernier point sur le Mudo, dont je ne vais pas dire de mal, puisque je sais qu'il y a des gens qui suivent ça, et ça m'évitera de me faire alpaguer par les gens du Mudo lorsque je vais boire un coup au zinc bleu. Le Mudo dont on parle souvent, n'y a-t-il pas aussi d'autres musées sur le territoire départemental qui mériteraient d'être aidés? Ne vous laissez pas frapper, Madame la Présidente, par le syndrome du beauvaisisme. Voilà. Voilà en gros un petit peu ce que je pense. Vous pouvez peut-être regarder de près et ajouter dans votre prochain budget primitif. Ce ne sont que vos orientations. Il y aura peut-être des changements et nous aurons très certainement d'autres choses à vous dire lors de la présentation de votre budget. Voilà, vous avez encore quelques jours, quelques temps pour intégrer un certain nombre de demandes, toutes, on peut en faire d'autres d'ailleurs, à votre budget. Vous voyez, j'ai été constructif, raisonnable et objectif.